Alors je me présente, je m'appelle Inès Bolkenstein, je travaille chez SonarSource dans l'équipe langage depuis maintenant un peu plus de 3 ans et donc je touche au compilateur tous les jours et aujourd'hui je vais faire une brève introduction sur le fonctionnement interne d'un compilateur. Donc on va pas entrer dans le dur mais juste avoir une vue d'ensemble sur les différentes étapes que requiert la compilation d'un programme. Donc tout d'abord, avant de commencer, la plupart du temps dans notre travail de tous les jours en tant que développeur, ce qu'on voit du compilateur, c'est ces messages d'erreur qu'on a parfois du mal à comprendre. En l'occurrence là, on se demande bien d'où sort le 42. Si on recompile plusieurs fois consécutivement ce même programme, on va avoir un chiffre différent ici. Donc on doit parfois creuser un peu pour savoir qu'est-ce qu'il voulait nous dire le compilateur. On suppose qu'il s'agit d'un bug dans le compilo, puis en cherchant on se rend bien compte qu'en fait c'est dans notre code. Et en l'occurrence ici, j'avais mis un petit point d'interrogation au lieu de mettre T, et du coup les types ne jouaient pas. Parce que le message d'erreur, en l'occurrence la partie ici est plus... elle nous induit plus son erreur qu'autre chose. Si on revient un peu en arrière sur JavaScript, il fut un temps longtemps en arrière où le JavaScript était déconseillé. On disait à tous les développeurs web de ne pas utiliser JavaScript parce que c'était pas compatible. La plupart des browsers n'avaient pas le JavaScript activé. Et à cette époque-là, lorsqu'on lançait notre application, la seule chose qu'on avait du compilateur, c'était une petite icône en bas à gauche de l'écran pour nous dire que quelque chose de mauvais s'était produit. Donc là, il y a un juste milieu à trouver, bien sûr, entre aucun message d'erreur et puis en avoir quand même certaines. Le JavaScript notamment, c'est pas typé, donc il y a beaucoup d'erreurs qu'on va détecter que au moment de l'exécution, qu'on aurait bien voulu, comme c'est le cas en Java, détecter beaucoup plus tôt au moment de la compilation. Donc, l'architecture des compilateurs, en gros les compilateurs sont très souvent divisés en 2 gros modules. On a le front-end qui est en charge de vérifier que les programmes qu'on lui donne sont bien valides, et on a le back-end qui lui prend une certaine représentation de ce code source et va en faire quelque chose d'utile. Donc typiquement, soit s'il s'agit d'un interpréteur, il va directement évaluer ce code pour faire un résultat, soit alors il va générer une autre représentation de ce code source, donc par exemple du bytecode ou du code machine. Concernant le front-end, il est lui-même divisé en plusieurs sous-modules. On a un lexeur, un parseur, la résolution de nom et de la vérification de type. Ça, c'est ce que je vais aborder brièvement aujourd'hui, mais il peut avoir d'autres phases, comme je vais vous expliquer juste après. Le lexeur, lui, son rôle, en fait, c'est de prendre le code source qu'on lui donne, qui est en fait une séquence de caractères, pour le transformer en une séquence de mots. Donc pour ce petit exemple de code, on fait juste foo plus 42 fois bar. Ce qu'on aimerait bien qu'il nous produise, c'est foo plus 42 étoile bar, pour que ce soit plus simple par la suite de traiter ces mots. Chacun de ces mots est également typé. Par exemple, foo, on sait que c'est un identifiant, ce qui n'est pas la même chose que 42 qui lui est un entier. Ça va permettre au parseur plus tard de faire la distinction entre les différents types. Typiquement, l'implémentation d'un lexeur se fait à l'aide d'expressions régulières. Donc ici, c'est l'expression régulière pour le petit exemple ici. Un identifiant doit commencer par forcément une lettre et peut ensuite contenir des chiffres, alors qu'un chiffre, lui, ne contiendra que des chiffres. Ce qui est intéressant sur ces expressions régulières, c'est qu'on s'attend à ce qu'il n'y ait jamais d'intersection entre elles. C'est-à-dire, un identifiant, il y a une bonne raison pour laquelle il n'a pas le droit de commencer par un chiffre, c'est parce que sinon on ne saurait pas si le lexeur doit produire un chiffre ou s'il doit produire un identifiant. Une fois qu'on a cette liste de mots, on peut passer au parseur.
Donc le but du parseur, c'est à partir de cette liste de mots de retrouver quelle était la structure du programme. Donc là, on va vraiment commencer à donner un sens un peu plus sémantique à notre programme. Donc en l'occurrence, pour toujours ce petit exemple, le résultat du parseur va être ce qu'on appelle un arbre syntaxique qui est hiérarchique. Donc on voit que au sommet de notre arbre, on a un nœud de type add expression qui lui-même a la partie gauche qui contient foo et la partie droite qui contient un autre nœud qui est la multiplication de 42 et bar. Ce qui est intéressant de relever, c'est qu'on aurait pu construire un autre arbre syntaxique pour le même code source, mais cette fois-ci en mettant la multiplication à la racine, et dans ce cas-là, ça aurait été l'équivalent de mettre des parenthèses autour de foo plus 42, mais ce qui donne un résultat différent à l'évaluation. Donc, pour construire cet arbre syntaxique et définir en fait définir son langage, on utilise une grammaire formelle qui a une syntaxe de ce type-là, qui est context free. Et pour ce format de grammaire formel, en fait, en bleu, il a les types de tokens qu'on vient de voir avant, produits par le lexer. Donc on retrouve notre plus, notre star, notre identifiant et notre entier. Et à sa droite, il a les nœuds qui seront présents dans l'arbre syntaxique. La signification de ça, c'est qu'un nœud de type add, il a deux possibilités. Et il peut soit avoir deux enfants de type multiplication, soit être une multiplication en direct. Et cette grammaire-là va également contrôler la précédence des opérateurs, puisque add fait référence à multiplication. La multiplication va avoir une précédence plus forte que l'addition. Si on avait inversé ici add et mul, on aurait eu l'arbre opposé qui aurait mis entre parenthèses foo plus 42. Donc pour implémenter un tel parseur, la méthode usuelle c'est de faire des fonctions récursives descentes où pour chacune de nos règles de grammaire on définit une fonction et on va simplement appeler les autres fonctions en fonction de la grammaire qui nous a été donnée. Donc si on reprend la règle add ici et qu'on se met dans le cas de la multiplication plus multiplication, le code correspondant c'est la méthode add appelle la multiplication pour trouver son opérand de gauche, ensuite accepte le token, le mot plus, suivi de l'opérand de droite, et simplement ça va créer le nouveau nœud avec l'opérand de gauche et de droite. Ce qu'on voit aussi, c'est que l'arbre syntaxique s'est débarrassé de tous les éléments inutiles qui étaient comme le plus. Donc finalement, le reste du compilateur, les autres phases du compilateur n'ont pas besoin. La phase d'après, c'est la résolution des noms, donc de donner un sens de retrouver finalement pour chaque variable de laquelle on fait référence. Et cette résolution de noms se déroule en deux phases. La première phase, ça va consister à traverser l'arbre AST pour construire les différents scopes. Donc un scope, c'est quoi? C'est par exemple le champ foo qu'on a ici en bas, il va être visible qu'à l'intérieur de la classe. En revanche, le paramètre foo de ce constructeur, il va être visible que dans le constructeur. Donc pour le constructeur, on va avoir un scope et pour la classe, on va en avoir un autre. Dans la première phase de la création de la résolution des noms, on va donc créer ces scopes en visitant l'arbre qu'on a vu juste avant. Et on crée un scope pour la classe. En parcourant toute la classe, on va lui rajouter son constructeur qui lui-même a son propre scope ici. Et on va lui dire que ça contient un paramètre foo et qu'il y a un champ foo pour la classe.
La deuxième étape ensuite, c'est de refaire une passe sur cet AST, sur cet arbre syntaxique, en utilisant cette structure en plus, pour cette fois-ci trouver les références. Donc pour dire que ici, quand on fait this.foo, on fait référence au field qui est là, et quand on fait foo tout court, on fait référence aux paramètres du constructeur. Et ça, on n'aurait pas été capable de faire les deux dans la même phase, puisque si dans la première phase, j'aurais été ici, j'aurais encore jamais été au courant qu'il y aurait un field défini plus bas. Donc pour pouvoir avoir des références à l'avance, on est obligé de faire deux passes. Et certains langages comme C n'autorisent pas de faire référence ici à un champ qui est défini plus loin. Et dans ce cas-là, on peut se contenter de faire juste une passe pour construire et faire la résolution des noms au complet. Ensuite, la vérification des types. Là également, il s'agit de visiter l'arbre syntaxique. Et la façon dont on définit les règles de syntaxe, elle est de cette forme-là. Donc en fait, chaque langage va avoir une liste de ces règles-là, tout comme chaque langage a une liste de règles pour sa grammaire. Et ce qu'on vient simplement dire, c'est que quand on a une expression qui est de type int et une deuxième type int, la somme des deux, ça retourne un type int. Quand on a un double et un int, les deux c'est un double. Et en appliquant ces règles les unes après les autres, on est capable de valider ces deux premiers exemples et de rejeter le dernier, puisqu'on essaye avec cette règle-là, on essaye d'assigner un double, un int. Pour le back-end, le rôle du back-end, ça va être bien sûr d'optimiser avant de générer du code pour avoir le code le plus performant possible. Des exemples d'optimisation qui sont faites usuellement, ça va être bien sûr d'évaluer les expressions constantes. Donc si dans notre code on fait 2 fois 1000 pour représenter 2 secondes, mais on est obligé de les donner en millisecondes, bien évidemment que c'est pas au runtime qu'on va faire la multiplication de 2 fois 1000, ça c'est directement le compilateur qui va être capable de remplacer ça par la constante 2000. Et la génération de code, elle est très variable en fonction de l'architecture qu'on va targeter. Donc c'est difficile là pour moi de donner un exemple concret. Toutefois, ce qui est vraiment facile de faire, et si on veut faire notre tout petit langage en quelques heures, on peut se permettre de juste faire de la transformation source à source. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a notre AST, qu'on a fait la résolution de nom de base, on a juste à écrire un visiteur sur cet AST, donc sur cet arbre syntaxique, pour chaque fois qu'on rencontre un nœud d'un certain type, juste écrire le code Java qui correspondrait à notre nœud syntaxique. Pour le cas de l'addition, ce serait vraiment trivial de générer du code Java à partir de ça. Donc on peut très simplement se faire sa petite calculatrice qui transforme le code source, donc la formule, en code Java, qu'on peut ensuite réellement compiler à l'aide du compilateur Java cette fois-ci, donc on n'a pas à repartir du début. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a la couche LLVM qui justement est une couche intermédiaire qui évite que chacun qui veut implémenter son langage ait de nouveau à se recréer un back-end complet. Donc c'est une représentante intermédiaire. On développe le front-end. La génération du code, on target les instructions à l'LVM. Et ensuite, eux-mêmes, le projet LVM lui-même va avoir va supporter plein d'architectures différentes. Donc on pourra compiler pour du code natif sur ARM, sur x86, sur même le bytecode Java, etc. Et l'optimisation est également mise en commun dans le projet LLVM.